Bonjour, je m'appelle Julien. J'ai appris à mes dépens que l'on peut tout faire correctement dans un mariage et le voir s'effondrer malgré tout, parce qu'on ne peut pas contrôler les choix d'une autre personne. J'étais marié à Gabrielle depuis 3 ans et demi quand j'ai découvert sa liaison. 3 ans et demi qui, avec le recul, m'ont semblé être une lente désintégration que j'étais trop occupé pour remarquer. Nous nous étions rencontrés quand elle avait 26 ans, à la fête de fiançailles d'un ami commun à Paris. Elle était belle, brillante et travaillait pour une agence de marketing. Je travaillais pour une start-up de la fintech de taille moyenne. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi avant que je la demande en mariage. Le mariage fut modeste mais intime. Nous avions convenu de n'inviter que la famille proche et les amis. Nous avons ensuite passé notre lune de miel en Italie pendant 2 semaines, explorant les villes côtières et dégustant une nourriture incroyable, avec le sentiment que toute notre vie s'étendait devant nous, pleine de possibilités. La première année de mariage fut bonne. Nous voulions tous les deux des enfants un jour, mais nous avions convenu d'attendre quelques années, de construire d'abord une stabilité financière, de nous établir pour ne pas avoir de difficultés en tant que parents. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail avec cet objectif en tête. La start-up connaissait une croissance rapide, ce qui signifiait de longues heures et une forte pression. Je partais au bureau vers 7 heures la plupart des matins et ne rentrais pas avant 20 heures ou 21 heures. Certains week-ends, je travaillais de la maison. Au début, Gabrielle admirait mon éthique de travail. Elle disait qu'elle était fière de mon dévouement, de la dureté de mon travail. Elle comprenait que le sacrifice actuel signifiait la sécurité plus tard. Mais quelque part au cours de la 2e année, cette admiration s'est transformée en ressentiment. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que je n'étais jamais à la maison, que même lorsque j'étais physiquement présent, j'étais mentalement ailleurs. Elle avait l'impression de vivre seule tout en étant mariée. Je lui rappelais pourquoi je travaillais si dur, car je construisais une stabilité pour nous. Qu'une fois que j'aurais été promu ingénieur senior, ce qui approchait, je le sentais, je pourrais réduire la cadence, établir de meilleures limites, être plus présent. Elle hochait la tête, mais la frustration était claire dans ses yeux. Le sentiment que mes promesses sur l'avenir ne répondaient pas à sa solitude dans le présent. Notre intimité physique a diminué progressivement. Ce qui avait été fréquent et naturel est devenu sporadique et mécanique. Elle était fatiguée ou pas d'humeur, ou j'étais trop épuisé par le travail. Nous sommes passés de plusieurs fois par semaine à quelques fois par mois, puis rarement. Je l'ai remarqué mais je ne m'en suis pas trop inquiété. Les relations traversent des phases. Ce n'était qu'un passage à vide causé par mon emploi du temps chargé. Une fois les choses calmées, nous nous reconnecterions. Les conversations sont devenues superficielles. Elle me parlait de sa journée au travail, et j'écoutais à moitié tout en me débattant mentalement avec ma prochaine tâche. Je parlais de mes projets et voyais ses yeux se voiler de désintérêt. Nous occupions le même espace mais existions dans des mondes séparés. Pourtant, je me disais que nous allions bien. Le mariage exigeait du travail et de la patience. Nous traversions une saison difficile, mais nous en sortirions plus forts. J'y croyais si fermement que j'ai manqué tous les signes de ce qui se passait réellement. Un samedi matin, Gabrielle était allée à la salle de sport. Elle y allait régulièrement depuis plusieurs mois, parfois pour des séances tôt le matin, parfois après le travail. J'étais à la maison en train de rattraper le linge et de ranger l'appartement. Je suis allé au placard de notre chambre pour ranger des vêtements propres de Gabrielle. Son côté du placard était plus organisé que le mien, tout était soigneusement rangé. Je plaçais des chemises pliées sur son étagère quand j'ai renversé une petite trousse à maquillage qui se trouvait près du fond. La trousse est tombée ouverte et plusieurs articles se sont renversés. Du rouge à lèvres, du mascara, un miroir de poche et une plaquette de pilules du lendemain. Je suis resté là à la regarder, car j'ai immédiatement reconnu ce que c'était. Après quelques secondes, je l'ai ramassé et j'ai regardé l'emballage, vérifié la date de fabrication. Elle avait été produite récemment, au cours des derniers mois. Quelques pilules manquaient dans la plaquette. Mon esprit s'est vidé, car Gabrielle et moi en avions discuté il y a des années, lorsque nous avions commencé à sortir ensemble. Elle y avait eu une mauvaise réaction une fois avant notre rencontre. Nausées sévères, crampes, perturbations hormonales. Nous avions convenu ensemble de ne pas les utiliser comme moyen de contraception en raison des effets secondaires. Nous utilisions d'autres méthodes à la place. Et de plus, nous n'avions pas eu de relations intimes depuis plus de 2 mois. Il n'y avait absolument aucune raison pour qu'elle ait ces pilules.
Aucune raison légitime pour qu'elle soit cachée dans sa trousse à maquillage au fond de notre placard. La seule explication qui avait du sens était celle que je ne voulais pas envisager. Elle avait eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, avait eu besoin d'une contraception d'urgence et avait caché le reste. Je me tenais dans notre placard, tenant cette plaquette. Tout ce que je croyais à propos de notre mariage, de qui était Gabriel, de ce que nous construisions ensemble, tout cela était soudainement incertain. Une partie de moi voulait la confronter immédiatement, exiger une explication, la forcer à me regarder dans les yeux et à me dire la vérité. Mais une autre partie me disait de vérifier d'abord, d'être certain avant d'agir. Car si je me trompais, s'il y avait une explication innocente que je ne pouvais imaginer, la confronter avec une accusation endommagerait irrémédiablement notre relation. J'ai donc remis les pilules du lendemain dans la trousse à maquillage, j'ai tout arrangé exactement comme c'était, j'ai fini de ranger le linge et je me suis forcé à agir normalement quand Gabrielle est rentrée de la salle de sport, en sueur et joyeuse, me racontant sa séance d'entraînement. Au cours des jours suivants, je suis devenu quelqu'un que je n'avais jamais été auparavant. Méfiant et secret. J'attendais les moments où Gabrielle était sous la douche ou avait laissé son téléphone en charge alors qu'elle était dans une autre pièce. Je le prenais, le déverrouillais. Je connaissais son code d'accès depuis des années. Nous ne nous étions jamais cachés nos téléphones, et je vérifiais ses messages. La plupart des conversations étaient banales. Des discussions de travail, des projets avec des amis, des messages avec sa mère. Mais il y avait des lacunes. Des conversations supprimées entre elle et sa meilleure amie. Son historique de messages avec plusieurs contacts avait été complètement effacé, ce qui était inhabituel. Gabrielle n'était pas du genre à supprimer régulièrement des messages. J'ai trouvé un échange qui n'avait pas été complètement effacé. Des messages avec quelqu'un enregistrés dans son téléphone uniquement avec les initiales, DM. La conversation avait été principalement supprimée, mais quelques messages récents d'elle subsistaient. Merci pour ce matin. J'en avais besoin. De DM, toujours heureux de t'aider à transpirer. Clin d'œil. D'elle, arrête. Tu vas nous faire prendre. De DM, détends-toi. Personne ne fait attention à la salle de sport. La salle de sport? Je me suis demandé, l'endroit où elle allait si régulièrement depuis des mois. J'ai consulté le site web de sa salle de sport, regardé la page du personnel et trouvé un homme avec ses initiales. C'est un entraîneur personnel et un instructeur de fitness en groupe. C'était là, la confirmation que je cherchais et que j'espérais désespérément ne pas trouver. Ma femme avait une liaison avec son instructeur de gym. J'ai remis son téléphone là où elle l'avait laissé. Au cours des 2 jours suivants, j'ai vécu dans cette étrange double réalité. En surface, je maintenais la normalité. J'allais au travail, je rentrais à la maison, j'avais des conversations superficielles avec Gabrielle. Elle n'a rien remarqué de différent parce qu'elle ne faisait pas assez attention pour le remarquer. Mais intérieurement, je traitais tout, rejouant notre mariage depuis le début, voyant les schémas que j'avais manqués, son retrait progressif, sa frustration croissante face à mon emploi du temps, et son nouvel intérêt pour le fitness et son apparence. Les soirées tardives qu'elle avait commencé à passer dehors, les matinées du week-end à la salle de sport, les moments où elle avait été distante et distraite. J'avais été aveugle ou volontairement ignorant, trop concentré sur ma carrière et notre avenir théorique pour remarquer ce qui se passait dans notre présent réel. Une partie de moi voulait la confronter, exiger des explications, l'entendre essayer de justifier ce qu'elle avait fait. Mais je savais comment ça se passerait. Elle mentirait d'abord, prétendrait que les preuves ne signifiaient rien. Puis, confrontée à des preuves indéniables, elle l'admettrait mais le minimiserait. Elle pleurerait et dirait qu'elle se sentait seule, que je l'avais repoussée par mon absence, que c'était une erreur et que ça ne signifiait rien. Elle manipulerait la situation jusqu'à ce que je me sente en quelque sorte responsable de sa trahison, jusqu'à ce que ce soit moi qui m'excuse de trop travailler, de ne pas être assez présent, d'avoir échoué en tant que mari. Et je lui pardonnerais probablement parce que je l'aimais. Nous avions fait des vœux, et 3 ans et demi semblaient trop à jeter. Nous essaierions de reconstruire, d'aller en thérapie de couple. Je travaillerais moins, serais plus présent. Elle promettrait que ça n'arriverait plus jamais. Et peut-être que non. Ou peut-être que oui, mais de manière plus discrète la prochaine fois. Mais la confiance serait rompue. Je me demanderais toujours où elle était vraiment, à qui elle envoyait vraiment des textos. Chaque fois qu'elle irait à la salle de sport ou passerait une soirée tardive, je serais méfiant. Nous boiterions dans un mariage brisé,
maintenu par l'obligation et la peur de recommencer à zéro. Cet avenir me semblait pire que l'alternative. J'ai donc fait un choix différent. J'ai décidé de partir définitivement, de m'éloigner complètement plutôt que de rester et de m'empoisonner lentement avec le ressentiment et la suspicion. J'ai consulté une avocate spécialiste du divorce avec qui j'ai pris contact en ligne, j'ai pris rendez-vous et je lui ai expliqué la situation. L'avocate a exposé la procédure. La loi en Île-de-France autorisait le divorce sans faute, ce qui signifiait que je n'avais pas besoin de prouver l'adultère au tribunal, même si je pouvais jurer qu'elle en avait un. Nous déposerions les papiers, établirions une période de séparation, négocierions la répartition des biens et finaliserions tout en quelques mois si Gabriel coopérait. J'ai demandé à l'avocate de préparer les documents. Je voulais que tout soit prêt avant de passer à l'action. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai discrètement organisé ma vie pour le départ. J'ai présenté ma démission à l'entreprise où je travaillais sans que ma femme le sache, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution et j'ai lentement transféré de l'argent de notre compte joint vers mon nouveau compte individuel. Pas tout, ce qui aurait été remarqué, juste assez pour établir mon indépendance financière. J'ai commencé à déménager progressivement certaines de mes affaires. Quelques boîtes de livres et de vêtements dans un garde-meuble que j'avais loué. Rien que Gabriel remarquerait l'absence, mais assez pour que je n'ai pas à revenir pour plusieurs voyages. J'ai postulé à des postes de contractuel à distance auprès d'entreprises dans d'autres villes. Je m'étais bâti une solide réputation d'ingénieur logiciel. Trouver du travail en freelance n'était pas aussi difficile que si j'avais été un débutant. Même si je n'obtenais aucune offre, mes économies me permettraient de vivre confortablement pendant des mois. J'ai cherché des appartements dans des endroits assez éloignés de Paris pour avoir l'impression d'un nouveau départ complet mais toujours dans une ville avec de bonnes opportunités technologiques si je voulais m'y installer de façon permanente. J'ai trouvé un petit 2 pièces dans un quartier décent. J'ai commencé le processus de signature du bail. J'ai construit cette stratégie de sortie à l'insu de Gabrielle. Je ne voulais pas qu'elle puisse me retrouver facilement si elle le décidait. Je refusais de rester chez des amis communs pendant que je cherchais un emploi et un appartement. Je ne voulais pas être retrouvé avant d'être prêt. Peut-être jamais. Le matin de mon départ, Gabriel est parti travailler tôt à son agence et ne serait pas de retour avant le soir. Après son départ, j'ai agi rapidement. J'ai emballé le reste de mes affaires dans ma voiture, j'ai laissé la plupart des meubles, les ustensiles de cuisine, tous les biens partagés que nous avions accumulés. Je ne voulais rien qui me rappelle le mariage. Les papiers du divorce étaient la seule chose qui m'avait retenu dans cette maison plus longtemps que je n'aurais dû. Je les ai laissés sur la commode de Gabriel dans notre chambre. J'ai posé mon alliance sur les papiers. Je n'ai pas laissé de mots. Les papiers disaient tout ce qu'il y avait à dire. J'ai fait un dernier tour de l'appartement que nous avions partagé et je n'ai ressenti qu'un engourdissement. J'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai laissé ma clé dans la boîte aux lettres, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers l'ouest. J'avais tracé un itinéraire qui me semblait réconfortant. J'ai dormi dans des motels bon marché, j'ai payé en espèces quand je le pouvais. J'ai déconnecté mon ancien téléphone et en ai activé un nouveau avec un nouveau numéro. J'ai supprimé tous mes comptes de médias sociaux alors que j'étais assis dans une chambre de motel en Bourgogne. Au moment où je suis arrivé à Nantes, je m'étais effectivement effacé de mon ancienne vie. L'appartement que j'avais loué était petit et presque vide. J'avais expédié quelques cartons à l'avance mais n'avais pas beaucoup de meubles. J'ai acheté un matelas et quelques produits de base, j'ai installé mon ordinateur portable dans la chambre et j'ai commencé le travail de contractuel à distance que j'avais réussi à obtenir. Je suis tombé dans une routine qui était à la fois nouvelle et familière. Le travail pendant la journée, l'exploration de la ville le soir et le week-end. Je me suis construit une vie qui m'appartenait entièrement, sans aucun lien avec mon passé. Je n'avais aucune idée de la réaction de Gabrielle en trouvant les papiers du divorce. Si elle avait été choquée ou soulagée, si elle avait essayé d'appeler mon numéro déconnecté ou si elle s'était présentée à mon travail pour s'entendre dire que j'avais démissionné. Si elle avait pleuré ou été en colère ou si elle était simplement passée à autre chose avec son nouvel homme, je ne lui avais laissé aucun moyen de me joindre. Aucune piste à suivre. Mon avocate gérait toutes les communications par les voies légales officielles. L'avocat de Gabrielle pouvait contacter mon avocate, mais Gabrielle elle-même n'avait aucun moyen de me contacter directement. Étrangement, ne pas savoir était mieux. Si j'étais resté et l'avais confronté, j'aurais dû entendre ses explications, ses excuses et ses tentatives de justification.
J'aurais dû la regarder pleurer et prétendre qu'elle m'aimait toujours tout en me demandant comment elle avait pu faire ça si elle m'aimait. De cette façon, il y avait juste une séparation nette. Le mariage était terminé. Nous divorcions. Tout le reste était sans importance. Les premiers mois furent les plus difficiles. Non pas parce que Gabriel me manquait spécifiquement, mais parce que l'idée de ce que je pensais que nous avions me manquait. L'avenir vers lequel j'avais travaillé s'était évaporé. Je suis passé par plusieurs phases. La colère face à sa trahison. La colère contre moi-même pour avoir manqué les signes. La tristesse pour le temps que j'avais perdu. Le soulagement d'avoir échappé. L'engourdissement lorsque les émotions devenaient trop fortes. Lentement, j'ai recommencé à me sentir plus humain. La routine a aidé. Le travail apportait une structure et un but. L'exploration de mon nouvel environnement me donnait quelque chose à faire au lieu de ressasser ce qui s'était passé. Je n'étais pas intéressé par les rencontres ou les relations. L'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un, d'être vulnérable, me semblait impossible. J'avais tout donné à Gabrielle, et elle avait tout trahi. Pourquoi risquerais-je cela à nouveau? Mais j'étais bien seul. Mieux que bien, en fait. Il y avait une liberté dans la solitude. Personne à décevoir avec mon emploi du temps. Personne à qui en vouloir pour ma carrière ou mes ambitions. Personne à qui mentir ou de qui se cacher. Le divorce a été finalisé environ 8 mois après mon départ. Mon avocate a tout géré à distance. La répartition des biens a été simple. Nous avons partagé nos économies communes. J'ai gardé ma voiture et mes comptes de retraite. Gabriel a gardé les siens. Pas de maison à se disputer puisque nous étions locataires. Pas d'enfants pour compliquer la garde. Le jour où c'est devenu officiel, Michel m'a envoyé un message. Décret de divorce signé. Vous êtes à nouveau légalement célibataire. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. J'ai ressenti un sentiment de clôture. Ce chapitre était terminé. Je pouvais maintenant aller de l'avant complètement. Au cours des mois suivants, la vie a continué à s'installer dans sa nouvelle normalité. Mon travail de contractuel s'est transformé en un poste à temps plein à distance dans une autre entreprise. J'aimais Nantes et j'ai décidé de rester. Je me suis fait quelques amis au cours de mes explorations. Rien de profond, mais suffisamment de relations sociales occasionnelles pour ne pas devenir complètement isolé. J'ai commencé à suivre une thérapie. Parler de ce qui s'était passé avec quelqu'un d'objectif m'a aidé à traiter les sentiments que je portais. Le thérapeute m'a aidé à comprendre les schémas dans lesquels j'étais tombé. Comment j'avais utilisé le travail comme une échappatoire même avant la liaison. Comment j'avais ignoré les problèmes dans mon mariage plutôt que de les aborder. Et comment je devais trouver un équilibre si je voulais un jour avoir à nouveau une relation saine. Je n'étais pas sûr de le vouloir, mais j'appréciais de mieux me comprendre, quoi qu'il en soit. Puis, environ 2 ans après avoir quitté Paris, j'ai repris contact avec un ami commun de l'époque d'Île-de-France, quelqu'un que j'avais connu par l'intermédiaire de Gabriel au début, mais avec qui j'étais devenu ami de manière indépendante. Au cours de notre interaction, je lui avais spécifiquement demandé de garder mes coordonnées confidentielles si quelqu'un le demandait un jour. Apparemment, garder des secrets n'était pas son point fort. Quelques mois après avoir repris contact avec cet ami commun, on a frappé à la porte de mon appartement un samedi après-midi. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé Gabrielle debout là. Elle avait l'air différente, habillée de manière décontractée en jean et pull. Nous sommes restés là à nous regarder pendant un long moment. Je me suis senti étonnamment calme, sans colère ni blessure qui revenait. Juste cette évaluation tranquille de l'étrangère à ma porte qui était autrefois ma femme. Elle a demandé si nous pouvions parler. Sa voix était douce, presque hésitante. J'ai envisagé de dire non, de fermer la porte et de maintenir la limite que j'avais établie en partant, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais savoir ce qu'elle était venue de si loin pour dire. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Mon appartement était petit et peu meublé. Elle a regardé autour d'elle, l'inspectant. Elle s'est assise sur le canapé quand je le lui ai indiqué. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, en gardant mes distances. Elle a commencé à parler. Elle a admis que la liaison avait commencé parce qu'elle se sentait seule et frustrée par mon absence. Elle a affirmé que son partenaire de liaison lui avait prêté attention, l'avait fait se sentir attirante et désirée. Cela avait commencé comme un flirt, s'était intensifié en une intimité émotionnelle et était finalement devenu physique. Elle m'a dit qu'elle y avait mis fin après mon départ,
ajoutant que son partenaire de liaison avait voulu officialiser les choses, sortir avec elle correctement. Mais être avec lui ouvertement lui a fait réaliser qu'il ne s'était jamais agi de lui spécifiquement. Il s'agissait de se sentir négligé et de chercher une validation partout où elle pouvait la trouver. Elle suivait une thérapie depuis le divorce. Elle travaillait à comprendre pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits, pourquoi elle avait détruit quelque chose de bien au lieu de communiquer sur des problèmes qui auraient pu être résolus. Elle a dit que je ne méritais pas ce qu'elle avait fait, que sa solitude n'excusait pas sa trahison, qu'elle avait été faible et égoïste, et qu'elle avait blessé quelqu'un qui avait travaillé dur pour construire un avenir pour eux deux. Elle s'est excusée et a directement reconnu les dommages qu'elle avait causés. Puis elle a dit qu'elle avait changé, grandi, appris de ses erreurs, et elle voulait savoir s'il y avait une possibilité d'essayer à nouveau, de recommencer à zéro et de construire quelque chose de mieux que ce que nous avions eu auparavant. J'ai écouté tout cela calmement, j'ai regardé son visage, j'ai entendu la sincérité dans sa voix, j'ai reconnu qu'elle pensait probablement tout ce qu'elle disait, et je n'ai absolument rien ressenti. L'homme avec qui elle avait été mariée n'existait plus. Il était mort quelque part sur cette route de 3 jours vers l'ouest quand j'avais abandonné mon ancienne vie comme un serpent mu. Je l'ai remercié pour ses excuses, je lui ai dit qu'il fallait du courage pour venir ici, pour tout admettre, pour prendre ses responsabilités. Puis je lui ai dit que j'avais trouvé la paix dans ma nouvelle vie, que je lui avais pardonné sincèrement parce que garder de la colère était un poison. Mais le pardon ne signifiait pas la réconciliation. J'avais tourné la page et appris à apprécier la solitude et que la vie ne l'incluait plus. Des larmes ont coulé sur son visage. Elle était venue ici en espérant quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Elle m'a demandé si j'étais sûr, si j'abandonnerais vraiment tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai souligné qu'elle y avait déjà renoncé. J'avais juste été celui qui avait finalisé ce qu'elle avait mis en branle. Elle a demandé si nous pouvions rester en contact, si peut-être l'amitié était possible. Je lui ai dit honnêtement que je ne le pensais pas. Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais besoin d'une séparation nette pour avancer complètement. Rester en contact ne ferait que me maintenir lié à un passé que j'avais travaillé dur à laisser derrière moi. Elle a accepté cela, a hoché la tête à travers ses larmes, a dit qu'elle comprenait. Avant de partir, elle m'a demandé si j'étais heureux. J'y ai réfléchi et je lui ai dit que j'étais satisfait. Peut-être pas heureux d'une manière extatique, mais satisfait. Je ne me tue plus au travail pour un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Je vis simplement dans le présent et je trouve de la satisfaction dans les choses simples. Elle a dit qu'elle était contente, qu'elle espérait que je trouverais quelqu'un qui me méritait. Je ne lui ai pas dit que je ne cherchais pas. Cela semblait inutilement cruel. Elle est partie. J'ai fermé la porte derrière elle. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je ne sais pas si elle a tourné la page, trouvé quelqu'un de nouveau, si elle est restée à Paris ou si elle a déménagé ailleurs. Et ça me va de ne pas savoir. La liaison avait mis fin à mon mariage, mais ma réponse à celle-ci m'avait apporté quelque chose d'inattendu. Une liberté totale de reconstruire ma vie selon mes propres termes. Avec le recul, je comprends beaucoup plus clairement ce qui n'a pas fonctionné. J'avais utilisé le travail comme une excuse pour éviter d'être réellement présent dans mon mariage. Je me disais que je construisais un avenir tout en ignorant le présent. Gabriel se sentait seul et cherchait des liens ailleurs. Nous avions tous les deux échoué. Son échec était plus dramatique, une véritable trahison des vœux, j'avais aussi échoué à ma manière plus discrète. Mais je comprends aussi que reconnaître mes échecs n'excuse pas sa trahison. Les deux choses peuvent être vraies. J'aurais pu être un meilleur mari. Et elle a quand même choisi de tricher plutôt que de communiquer ou de partir honorablement. Les pilules du lendemain cachées dans son placard, les messages supprimés et les mensonges par omission étaient des choix qu'elle avait faits qui n'avaient rien à voir avec mon emploi du temps. Et mon choix de partir discrètement plutôt que de la confronter. C'était de l'autopréservation. Prendre le contrôle de la situation en m'en retirant complètement. Certains pourraient appeler cela de la lâcheté, fuir au lieu de se battre pour le mariage. Mais j'appelle ça de la sagesse, reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être réparées et ne devraient pas l'être. Que parfois, le choix le plus sain est de s'éloigner complètement. Le divorce m'a coûté 3 ans et demi de ma vie. Un peu d'argent dans le règlement, l'avenir que j'avais imaginé. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux, une table rase, la chance de reconstruire sans le poids de la trahison et de la confiance brisée, la liberté de devenir quelqu'un de meilleur que celui que j'avais été. Elle avait dit qu'elle avait changé. Peut-être qu'elle l'avait fait. Les gens peuvent grandir et apprendre de leurs erreurs.
Mais sa croissance ne m'obligeait pas à lui donner une autre chance. Le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Je pouvais lui souhaiter bonne chance tout en maintenant mes limites. C'est ce que j'ai appris le plus clairement. Les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires comme fondement du respect de soi. J'avais pardonné à Gabrielle pour la liaison. J'avais traité la colère, la blessure et la trahison jusqu'à ce qu'elle ne me contrôle plus. Mais le pardon n'effaçait pas la mémoire. Ne reconstruisez pas la confiance qui avait été brisée. Ne créez pas d'obligation de la laisser revenir dans ma vie. J'avais tourné la page parce que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour l'autre personne est de laisser tomber. Ce n'est pas fuir. C'est choisir la paix. Et je ne l'ai jamais regretté.